Voilà, merci. Je ne vous présente pas Olivier Rey. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être une nouvelle fois présent ici. En fait, chaque automne, depuis maintenant un certain nombre d'années, je viens à Philanthropos pour un enseignement qui est intitulé « La connaissance de l'homme par la littérature ». Alors chaque année, Fabrice et moi choisissons un roman que les étudiants ont spécifiquement à lire. Cette année, il s'agissait des Fiancés de Manzoni. Et la première fois, qui remonte maintenant à un nombre d'années que je ne saurais pas déterminer avec exactitude, 9 ans, bon. Il s'agissait d'un roman de Max Frisch intitulé Homo Faber. Alors ce roman avait été choisi à double titre, d'une part parce qu'il n'était sans doute pas mauvais de débuter ici en Suisse par un auteur suisse, et puis d'autre part, il n'est guère de livres qui correspondent mieux aux propos que j'essaye d'exposer. Alors c'est de ce livre que je voudrais aujourd'hui repartir, et donc je vais commencer par un mot à propos de ce roman pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors le titre du roman de Max Frisch, Homo Faber, est un jeu de mots, puisque d'un côté, Homo Faber, c'est une façon de désigner l'homme en tant que fabricateur et utilisateur d'outils. Et d'un autre côté, Faber est le patronyme du personnage central du roman qui s'appelle Walter Faber. Alors ce Walter Faber se montre tout à fait fidèle à son patronyme en ce que c'est un personnage qui ne revendique d'intérêt que pour la technique. Dans sa jeunesse, il fréquentait une jeune femme du nom d'Anna, une jeune femme juive qui se moquait de ce penchant exclusif en le surnommant Homo Faber. Alors, quand le roman débute, on trouve Walter Faber âgé d'une 50aine d'années et qui travaille en tant qu'ingénieur pour l'UNESCO. Et à ce titre, il parcourt le monde afin d'installer des turbines dans des pays qu'on appelle aujourd'hui en voie de développement, et afin de répandre donc sur la planète les bienfaits de la technologie moderne. Alors entre ses missions, il séjourne dans un appartement de New York où, célibataire, il entretient une liaison assez distraite, disons, et sans conséquence, avec une jeune femme nommée Ivy. Bon, il se trouve qu'il doit se rendre à Paris, qu'au moment de se rendre à Paris, tous les vols sont complètement pleins, et donc finalement il va se résoudre, pour ne pas trop attendre, à prendre un paquebot. À l'époque, il existe encore des paquebots qui font la liaison entre New York et Le Havre. Et ce qui va se passer, c'est qu'au cours de cette traversée entre New York et l'Europe, il va rencontrer une jeune fille, et pour la première fois depuis très longtemps, dominé par son affectivité, il va tomber amoureux de cette jeune fille. Alors cette jeune fille lui apprend qu'une fois qu'elle sera arrivée en France, elle doit traverser toute l'Europe pour rejoindre sa mère qui est une archéologue et qui habite Athènes. Et Walter Faber, tombé amoureux de cette jeune fille et en même temps inquiet de lui voir traverser toute seule l'Europe, va se décider de l'accompagner au cours de ce voyage. Alors qu'ils vont tous les deux traverser l'Europe, donc en passant par Paris, Avignon, Rome, puis jusqu'à Athènes. Alors chemin faisant, ils deviennent amants. Mais il se trouve que cette jeune fille, Elisabeth, n'est autre que l'enfant dont Anna était enceinte au moment où Walter Faber et elle, 20 ans plus tôt, se sont séparés et que Faber, quittant l'Europe, est parti pour l'Amérique. Et il était alors persuadé que la jeune femme enceinte qu'il laissait derrière lui, allait avorter, ce qu'elle n'a pas fait.
Alors il se trouve que de multiples indices auraient dû avertir Walter Faber qu'Élisabeth était sa fille, mais il les a tous repoussés. Et finalement, à la fin du roman, ils se trouvent tous les deux sur une plage grecque. Et c'est à ce moment-là que les yeux d'Élisabeth se dessillent et qu'elle comprend elle-même que son amant, Walter Faber, n'est autre que son père. Et le choc qu'elle éprouve quand elle en prend subitement conscience la fait tomber du rocher où elle était debout, un rocher qui ne mesurait que 2 mètres, une hauteur d'homme, mais qui va entraîner un traumatisme cérébral dont elle meurt. Bon, voilà la trame, du roman. Alors, pourquoi Max Frisch écrit-il une telle histoire ? Le roman de Max Frisch a été publié en 1957 et il se trouve que 8 ans plus tôt, en 1949, donc, avait paru l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss intitulé « Les structures élémentaires de la parenté ». Et dans ce livre de Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, la prohibition de l'inceste y apparaît non comme un interdit parmi d'autres, mais comme un interdit absolument fondateur de l'humanité. Claude Lévi-Strauss fait de l'interdit de l'inceste véritablement ce qui fait passer de l'animalité à l'humanité. Alors, on peut discuter la thèse. Il y aurait aussi énormément à dire sur la justification que donne Lévi-Strauss du caractère fondateur de l'inceste. Bon, il en fait une loi de l'échange. Bon, il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais peu importe ici. Ce qui compte n'est pas la justification que donne Lévi-Strauss de l'apparition de l'interdit de l'inceste, mais c'est le fait de considérer l'interdit de l'inceste comme un interdit fondateur de l'humanité. Et alors à ce moment-là, que voit-on dans le roman de Max Frisch, Homo Faber ? On voit un homme, Walter Faber, qui entend se situer à l'extrême pointe de la modernité, qui ne croit qu'à la technique la plus sophistiquée et qui consacre toute sa vie à répandre cette technique sur toute la surface du globe. Et en fait, on voit que ce personnage, donc, qui, tout en se prétendant à la pointe de l'humanité, et précisément pour cela, va en venir à enfreindre un interdit immémorial constitutif de l'humanité. Vous voyez ce paradoxe de celui qui se voit comme étant le plus moderne et qui finalement va retomber dans une infra-humanité puisqu'il en vient à enfreindre cet interdit de l'inceste dont Lévi-Strauss faisait un critère même de passage à l'humanité. Autrement dit, à travers le personnage de Walter Faber et de son destin, Max Frisch entend nous rendre sensibles à un risque majeur qui pèse sur l'humanité d'aujourd'hui, à savoir l'involution qui menace une culture quand celle-ci perd contact avec ce qui la fonde et quand elle s'enivre tant de ses progrès qu'elle néglige, méprise et finalement détruit des strates antérieures qui continuaient de la porter. L'intitulé général de ces journées, c'est « Comment rester humain aujourd'hui ?» Et j'évoque pour commencer ce roman de Max Frisch, puisque à travers le personnage principal d'Homo Faber, eh bien, Max Frisch nous montre comment une humanité aujourd'hui qui se croit affranchie de beaucoup de toutes les limites qui pesaient sur elle par le passé et complètement s'accomplir, en fait, est menacée de retomber dans un état infra-humain. La culture de Walter Faber se voulait exclusivement scientifique. Le reste, il refusait d'en entendre parler. Il lisait exclusivement des rapports, des revues scientifiques, jamais de romans. Il s'intéressait aux dernières réalisations techniques, pas aux témoignages du passé. Quand avec sa fille, il traverse l'Italie pendant qu'elle va visiter les musées, lui, il s'émerveille sur les dernières machines à écrire Olivetti.
Et les événements vont montrer qu'il a négligé une chose, c'est qu'il est de très vieilles histoires qui détiennent sur l'homme et les forces qui le travaillent un savoir que ni science ni technique ne peuvent apporter. Et rien dans ce à quoi Walter Faber accordait de l'attention ne le mettait en garde contre certains périls, si bien connus en revanche des anciens mythes, et des périls dont il devient d'autant plus la proie qu'il ne croyait pas à leur existence. En fait, il se trouve qu'avant de s'adonner éventuellement à la science, il faut accéder à l'humanité et s'y maintenir. Et c'est bien de cela, encore une fois, dont il est question dans ces journées intitulées « Rester humain aujourd'hui ». Alors, à ce sujet, je vous propose de concentrer maintenant notre attention sur un point tout à fait essentiel, je veux dire la parole, qui se trouve exposée actuellement à des menaces tout à fait inédites. Et des menaces qui tiennent au fait que l'on perd de vue les conditions fondamentales à un usage sain et fécond de la parole. Alors, pour comprendre de quoi il retourne, il me semble utile de revenir à un épisode décrit par Freud dans un ouvrage relativement tardif dans son œuvre qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir ». Ça doit être un livre qui doit dater de 1920, je crois. Alors Freud, il parle d'un enfant. Alors on sait aujourd'hui que l'enfant en question était Ernst, l'aîné de ses petits-enfants, né en 1914. Donc Freud parle d'un enfant qu'il a vu s'adonner au jeu suivant. L'enfant a à sa disposition une ficelle au bout de laquelle est attachée une bobine. L'enfant est dans son petit lit. Alors vous savez, c'est un lit avec des parois parce que pour les petits-enfants, pour éviter qu'ils ne puissent tomber, donc c'est un lit d'enfant avec des parois relativement hautes. L'enfant est couché dans son lit. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend la bobine et il la jette par-dessus le bord de son lit. Donc elle disparaît, mais il garde dans la main le bout de la ficelle. Et une fois que la ficelle... alors, quand il lance la bobine, excusez-moi, j'ai oublié de dire ça, il prononce un « O » prolongé qui correspond... Il commence tout juste à parler, qui correspond au « Fort » en allemand, qui veut dire loin, là-bas. Et puis, une fois que la bobine a disparu, il tire un coup sec sur la ficelle, et à ce moment-là, la bobine revient à l'intérieur du lit, et à ce moment-là, il dit « da », qui veut dire « là ». Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle du jeu du « fort da », puisque Freud le voit répéter inlassablement ce jeu de jeter la bobine par-dessus le bord de son lit et la faire revenir, en accompagnant cette disparition de la bobine du haut qui veut dire forte et de sa réapparition et la faisant réapparaître en disant da, là. On pourrait dire en français le jeu du pas là, là, si vous voulez. Alors Freud interprète le jeu comme suit. La disparition de la bobine au-delà du lit, puis sa réapparition quand l'enfant tire sur la ficelle, mime selon lui le départ de la mère, puis son retour. Et par ce jeu, l'enfant sort de la passivité qui était la sienne face aux alternances d'absence et de présence de sa mère. Il devient actif puisque c'est comme si c'était lui qui commandait le départ de sa mère et son retour. Et donc il se donne à ce moment-là une impression de maîtrise, de domination à l'égard de ce que dans la réalité il est amené à subir. Mais un fait essentiel mérite d'être souligné, le jeu avec la bobine n'est pas muet, il est accompagné de la parole. C'est pour ça qu'on parle du jeu, Freud ne parle pas du jeu de la bobine qui disparaît et réapparaît, mais du jeu du fort da,
c'est-à-dire des mots que prononce l'enfant avec la disparition et la réapparition de la bobine. Comme si c'était la parole et non les gestes du bras qui commandaient la disparition de la bobine et sa réapparition. Et en fait, à travers ce jeu, l'enfant découvre la liberté extraordinaire que la parole accorde à l'égard du monde, parce qu'elle permet d'en évoquer les innombrables configurations sans que celle-ci ait besoin d'être actuellement présente. Le jeu de la bobine, accompagné des mots fortes et da, participe de cette entrée dans le langage. Alors, cela étant, le pouvoir merveilleux que donne la parole, de pouvoir rendre présent l'absent, je peux parler par exemple de quelqu'un qui n'est pas là, donc la parole a ce pouvoir extraordinaire en fait de pouvoir évoquer ce qui n'est pas là, de rendre présent d'un certain point de vue ce qui n'est pas là, mais en fait la parole a aussi une contrepartie, elle introduit la possibilité de l'absence au sein de toute présence. Parce que quand je dis quelque chose, je pourrais toujours prononcer la même phrase, mais négative. Si je parle de quelqu'un, je pourrais aussi, en fait, je le fais être présent, mais je peux aussi, par la parole, nier sa présence. Donc la parole permet d'évoquer ce qui n'est pas là comme s'il était là, mais tout ce qui est là s'accompagne aussi de ce fait d'un latent ne pas être là. Et alors on mesure ce qui se joue de l'enfant à la mère quand l'enfant se met à parler, même si le premier mot prononcé par l'enfant est « maman », cette parole, malgré tout, décolle l'enfant de la mère. Parce que cette parole établit certes un lien entre l'enfant et sa mère, mais sur un fond de décollement. Et on pourrait dire, qu'est-ce que c'est que la langue maternelle ? C'est la langue où nous nous sommes décollés de maman. Alors, cela étant, sitôt la perspective de complétude mère-enfant démentie, une nouvelle figure de la complétude va se présenter, la complétude dans le monde des mots. L'enfant qui a pris une certaine distance vis-à-vis de sa mère en entrant dans le langage, évidemment, cette distance peut toujours être annulée par l'étreinte, mais même au sein de l'étreinte, une fois qu'on est un être parlant, on sait que cette étreinte peut avoir un terme. Tandis que, donc en fait, il y a une forme de complétude qui n'est plus accessible, si tant est qu'elle l'ait jamais d'ailleurs été avant. Il se peut très bien qu'en fait, on fantasme une forme de complétude d'avant le langage qui n'a jamais existé. Mais il va y avoir une nouvelle forme de complétude qui va se présenter, c'est la complétude dans le monde des mots. Les mots décollent du monde a priori, peut-être, mais peut-être ont-ils aussi le pouvoir d'annuler toute séparation en absorbant en eux les choses, en réduisant les choses à n'être rien d'autre que leur docile corollaire. Et cette tentation, on la voit tout à fait présente dans le jeu du forte da du petit Ernst, avec la bobine, parce que tout se passe comme si la présence ou l'absence de la bobine, ou de la mère dont elle est le substitut, n'étaient que les répondants immédiats des mots da et forte qu'il prononce. Comme si la parole exerçait un pouvoir magique sur le monde. Et donc un nouveau travail pour l'enfant va être nécessaire afin de dissiper cette illusion. Je voudrais faire ici une remarque. Imaginez un petit enfant qui est resté un moment tout seul au salon et qui, en jouant au ballon, a cassé un vase. Bon, ses parents réapparaissent au salon et constatent que le vase est cassé. Évidemment, ils ne sont pas très contents. Et une tentation qui va visiter le petit enfant, c'est dire « c'est pas moi ». Et en fait, vous voyez, pour les adultes,
cette parole du petit enfant qui dit « c'est pas moi » va être interprétée comme un mensonge. Mais en fait, pour le petit enfant, au départ, ce n'est pas un mensonge. Il a cassé un vase, il se retrouve dans une sale situation. Il essaye de s'en sortir en disant « c'est pas moi ». Bon, parce que justement, il y a un pouvoir magique des mots qui pourrait dire « ben voilà, c'est pas moi et tout va bien ». Et c'est la réaction de ses parents qui vont refuser cette parole, qui vont dire « si, c'est toi », qui va apprendre à l'enfant qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et que quand on a effectivement cassé le vase en jouant au ballon, ensuite on ne peut pas dire c'est pas moi. Et c'est seulement à travers la réaction de ses parents qui refusent cette parole qu'il va comprendre que cette parole qu'il avait prononcée en fait est interdite et qu'à ce moment-là il va avoir la notion du mensonge. Mais vous voyez, la notion du mensonge, elle doit être construite. Et la réaction première du petit enfant qui est de dire « c'est pas moi », en fait, vous voyez, il est comme le petit Ernst qui joue au forte da, en fait, comme si le monde obéissait à la parole. Et bien là, en fait, il essaye, et puis il constate que là, ça marche pas. Mais vous voyez, c'est la réaction de ses parents qui lui apprennent précisément que dans ce cas-là, la parole ne marche pas. C'est le refus des adultes d'accepter l'échappatoire du « c'est pas moi » qui lui enseigne que les mots prononcés doivent correspondre aux faits. Et dans son enquête, Hérodote rapporte ceci, que chez les anciens Perses, les garçons entre 5 et 20 ans apprenaient essentiellement 3 choses. Je cite, « monter à cheval, tirer à l'arc et dire la vérité ». C'est ça que j'avais choisi comme titre pour cette allocution. Alors, vous voyez, ce qui est très étonnant dans cette juxtaposition, c'est de voir placer sur le même plan 2 disciplines qui concernent le corps, monter à cheval, tirer à l'arc, et une discipline qui concerne l'esprit, dire la vérité. Mais en vérité, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que dans le registre humain, corps et esprit sont toujours liés. Monter à cheval est aussi une discipline de l'esprit. Le cavalier doit s'accorder à sa monture, et pour s'accorder à sa monture, il est obligé aussi de faire... évidemment, ça passe par son corps, mais ça implique aussi l'esprit. De même, le tir à l'arc, et ce n'est pas pour rien que le kyudo, le tir à l'arc, fait partie des arts martiaux japonais. Ça demande une très très grande maîtrise du corps qui ne s'acquiert justement que par une discipline aussi de l'esprit. Et réciproquement, dire la vérité est aussi une discipline du corps. Parce que ce que fait son corps, les mots doivent s'y conformer, et ce que l'on dit, le corps doit s'y conformer. Et donc la parole doit être nouée au corps. Il y a quelque temps, lors d'un voyage en train, je voyais aller venir un petit garçon dans le couloir du wagon, qui ne cessait de courir en criant, en poussant des cris perçants. Et à chaque fois qu'il passait au voisinage de sa mère, celle-ci lui ordonnait de venir s'asseoir auprès d'elle, de rester tranquille, en pure perte. Et alors, de temps en temps, elle agitait par saccades sa main auprès de son propre visage en disant « Tu vas finir par en prendre une. » Bon, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le voyage a duré un bon moment et le petit garçon n'en a jamais pris une. Et pourquoi pas, mais je pense que cette mère aurait mieux fait de ne rien dire parce que par ses avertissements et ses mouvements de main jamais suivis d'effet, elle signifiait à son fils que les paroles et le corps constituent 2 ordres séparés, indépendants, complètement indépendants l'un de l'autre.
Vous voyez, c'est-à-dire que il y avait une menace par la parole d'un geste, mais comme le geste ne venait jamais, finalement, ça disait que le registre de la parole et le registre des actes, en fait, c'était deux mondes complètement indépendants. Et donc, à ce moment-là, je pense que non seulement elle ne l'éduquait pas, mais elle lui prodiguait une anti-éducation. Alors, au passage, il faut bien dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour aider les parents dans leurs tâches, et l'enfant, dans le couloir du train, en profitait. Il pouvait d'autant mieux passer outre les avertissements de sa mère qu'il sentait que dans le monde tel qu'il est, elle n'oserait pas mettre sa menace à exécution. Alors, il est évident qu'il est bon et nécessaire de protéger les enfants des abus révoltants dont ils peuvent être l'objet, dont ils peuvent être les victimes, mais en revanche, il n'est pas bon qu'au nom des Cosettes martyrisées par les Thénardier, les adultes en général et les parents en particulier se retrouvent, au sens littéral du terme, paralysés, comme privés de corps. Parce qu'au lieu de garantir les liens entre les mots, les corps et les choses, l'instance sociale semble désormais travailler contre leur établissement. Et nombre de phénomènes contemporains trouvent, à mon avis, là leur origine. Alors, une manifestation particulièrement spectaculaire de la déliaison entre la parole et le corps, dont il a déjà été abondamment question jusqu'ici, s'observe dans la vogue actuelle du transsexualisme. La découverte de la différence des sexes est pour le petit enfant une expérience décisive. Dès lors que l'humanité est composée non pas d'êtres humains secondairement masculins ou féminins, mais est composée d'hommes et de femmes, et que chacun est soit homme, soit femme, mais pas les deux à la fois, aucun être humain ne peut prétendre incarner le tout de l'humanité. Le partage sexuel vient donc démentir les fantasmes de toute puissance. Avec le partage sexuel, c'est une réalité fondamentale qui s'impose. Je peux citer ici les termes du psychanalyste Jacques Lacan. Que le sexe, ça soit réel, ceci ne fait pas le moindre doute, et sa structure même, c'est le duel, le nombre 2. Quoi qu'on en pense, il n'y en a que 2, les hommes, les femmes, dit-on, et on s'obstine à y ajouter les auvergnats. C'est une erreur. Au niveau du réel, il n'y a pas d'auvergnat. Ce dont il s'agit quand il s'agit de sexe, c'est de l'autre sexe, même quand on y préfère le même. Alors, un mot pour clarifier cette référence un peu curieuse de Lacan aux auvergnats. En fait, Lacan fait référence à une anecdote qui a pour cadre la guerre d'indépendance américaine. Vous savez que des contingents français ont participé à cette guerre d'indépendance américaine, parce que quand on pouvait donner un coup de main aux ennemis des Anglais, les Français n'allaient pas se priver. Donc il y a un contingent français qui a participé à cette guerre d'indépendance américaine, commandé par le maréchal de Rochambeau. Et alors, à la veille d'une bataille, George Washington, le général en chef américain, et Rochambeau visitent les campements. Et Washington est absolument stupéfait de voir les soldats d'un régiment d'Auvergne danser une danse endiablée, une bourrée endiablée. Et à ce moment-là, il se tourne vers Rochambeau et il lui dit « Quels sont donc ces soldats qui se battent comme des hommes et qui dansent comme des femmes ?» Et à quoi Rochambeau aurait répondu « Ni homme, ni femme, tous auvergnats. » Voilà. Et donc, je rappelle maintenant ce que dit Lacan, il n'y a que 2 sexes, les hommes, les femmes. Au niveau du réel, il n'y a pas d'auvergnat. Voilà, c'était le jeu auquel se livrait Lacan. Alors, une autre chose que je peux signaler, c'est qu'autrefois, pour dire à quel point la latitude législative du Parlement anglais était immense, on disait de cette assemblée qu'elle pouvait tout faire, excepté
faire d'un homme une femme et d'une femme un homme. Et vous voyez que dans cet adage, la différence sexuelle représentait la limite par excellence, celle qui faisait qu'en ce monde, précisément, il y a des limites, il y a de l'impossible. Et on comprend que réciproquement, donc, la différence sexuelle va représenter un véritable abcès de fixation pour la toute-puissance imaginaire qui va être elle-même favorisée par un usage incontinent du langage. Jusqu'à une date récente, les personnes qui s'adressaient aux tribunaux français pour obtenir une modification du sexe inscrit sur leur état civil se voyaient opposer le principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Ce n'était pas possible de changer son sexe dans l'état civil. En 1992, cependant, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la France violait sur ce point la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et suite à cela, la Cour de cassation française, la plus haute juridiction française, a dû modifier sa position en estimant, je cite, que lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à sa vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence. Bon, vous voyez, ça c'est 1992. La juridiction française est obligée de s'aligner sur ce qui a été décrété au niveau européen et d'admettre les changements de sexe dans l'état civil. Mais vous voyez que d'un côté, la possibilité d'un changement de sexe se trouve admise, mais de l'autre, la reconnaissance du changement de sexe se trouve subordonnée à des interventions de ce qu'on appelle aujourd'hui de réassignation sexuelle de nature hormonale et chirurgicale. Donc le principe d'indisponibilité de l'état des personnes est entamé, mais les mots de l'état civil ne peuvent être changés sans modification constatée des corps. Vous voyez, on peut changer d'état civil, mais il faut que, malgré tout, son corps ait suffisamment changé pour que ce changement puisse être entériné dans les mots. Cela étant, une fois agréé le fantasme que la personne transcende la différence des sexes, puisqu'il est possible d'en changer, un tel compromis ne pouvait guère durer. Et c'est d'ailleurs, on peut dire, une des grandes caractéristiques des dites avancées sociétales, qu'elles laissent toujours leurs promoteurs insatisfaits. À peine une victoire remportée, le combat reprend, il faut toujours aller plus loin. Ce qui signifie, en l'occurrence, consacrer la toute-puissance des mots en déliant le changement d'état civil de la nécessité d'un changement corporel. Et c'est ce qui est arrivé 20 ans après, puisque en 2012 et 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie par 3 citoyens français qui ont mis en cause l'État français, qui avait rejeté leur demande de changement de sexe en arguant qu'aucune modification de leur apparence physique n'était intervenue. Et dans son examen de la requête, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui l'a conduit à reconnaître que la Convention européenne des droits de l'homme implique un droit à l'autodétermination dont la liberté de définir son appartenance sexuelle est l'un des éléments les plus essentiels. Et elle a de plus, la Cour européenne des droits de l'homme, indiqué que le droit à l'épanouissement personnel et à l'intégrité physique et morale des personnes transsexuelles est garanti donc par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en conséquence, elle a estimé
que conditionner la reconnaissance de l'identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d'une opération ou d'un traitement stérilisant qu'elles ne souhaitent pas subir constitue un manquement par l'État défendeur à son obligation positive de garantir le droit de ces derniers au respect de leur vie privée. Et donc la Cour a observé que du reste, l'État français s'était déjà lui-même conformé à ces nouvelles dispositions et que dès lors, le changement de sexe n'était plus subordonné au fait d'avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou quelconque modification hormonale. Et donc, en fait, on voit qu'à ce moment-là, le changement de sexe devient quelque chose de purement déclaratif. Donc, ce régime purement déclaratif de l'identité sexuelle accrédite une subalternisation du sexe par rapport au genre, déconnecté des réalités corporelles et considéré comme seule catégorie pertinente. Et ce passage du transsexualisme au transgenrisme n'empêche donc pas que des personnes recensées comme hommes puissent enfanter, ni que des personnes recensées comme femmes puissent féconder d'autres femmes. Alors, on peine cependant à comprendre ce que pourra continuer à signifier, en pareil cas, le fait d'être homme ou femme. Puisque, au bout du compte, la détermination farouche à changer de sexe apparaît contradictoire avec la récusation de la différence la plus fondamentale entre les sexes. Si, comme le veut Judith Butler, je la cite, le langage jouit du pouvoir de créer ce qui est socialement réel à travers les actes locutoires des sujets parlants, fin de citation, on se demande quelle réalité sociale pourra encore engendrer le langage une fois que les mots auront cessé de renvoyer à quelque réalité que ce soit en dehors d'eux. La toute-puissance du langage, quand elle cherche à se réaliser, ne peut aboutir, à mon sens, qu'à une complète insignifiance de celui-ci. Mais essayons de comprendre ce qui rend possible une telle évolution. Et vous voyez la rapidité avec laquelle cette évolution s'est produite. Jusqu'en 1992, en France, il était absolument impossible de changer de sexe. 1992, on peut, à condition qu'il y ait des modifications corporelles. 2012, c'est terminé. Chacun, on a un droit, c'est garanti par la Cour européenne des droits de l'homme, on a le droit à l'autodétermination de son sexe sans que l'État n'y ait rien à redire, puisque ce serait à ce moment-là, s'il venait voir ce qui se passe dans mon pantalon, ce serait une atteinte à ma vie privée. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se passent, mais donc vous voyez que tout se passe en l'espace de 20 ans. Alors, essayons de comprendre ce qui rend possible une telle évolution. Alors, il en est qui attribuent ces évolutions récentes à l'influence exercée par le surpuissant lobby LGBT, QI+, etc. L'explication laisse cependant à désirer, car elle ne permet absolument pas de comprendre pourquoi ce lobby serait capable d'exercer une influence aussi gigantesque sur les législations des États et les mœurs de leurs citoyens. Et là, je cite une remarque pleine de sens de Fabrice Adjadj. Il dit « Si une poignée de lesbiennes très cérébrales était parvenue à conquérir les gouvernements nationaux et les institutions internationales avec une théorie du genre portée par quelques livres illisibles influencés par Michel Foucault, il y aurait de quoi les encenser, leur ériger des statues ou du moins leur demander des cours sur la manière de s'y prendre pour séduire les puissants de ce monde. » Effectivement, ce serait vraiment, si c'était vraiment purement du lobbyisme, il y aurait vraiment des leçons à recevoir de ces personnes pour savoir comment s'y prendre
pour obtenir en si peu de temps des résultats aussi spectaculaires. Franchement, le lobby des pétroliers à côté ou le lobby pharmaceutique, c'est rien du tout. Non, extraordinaire. Bon, en fait, les troubles dans le genre n'ont la prégnance qu'on leur connaît qu'en raison d'un contexte général où le sens des réalités se trouve structurellement affaibli par les modes de vie dominants. Simone Weil, alors Simone Weil avec un W, je précise bien, Simone Weil voyait 3 monstres régner sur la civilisation du XXe siècle, l'argent, le machinisme et l'algèbre. Alors, pourquoi ces 3 monstres ? En fait, chacun de ces monstres met à distance le monde tel qu'il nous est donné, nous empêche d'y faire attention, nous plonge dans un bain d'abstraction. Pourquoi l'algèbre ? Eh bien, l'algèbre, c'est ce qui permet de calculer sans voir. L'algèbre dispose des grandeurs sans savoir à quoi ces grandeurs correspondent concrètement. Vous avez une équation qui est écrite, vous en manipulez les termes, vous faites des transformations, etc. Mais ce qu'il y a derrière les inconnus, ça peut être absolument n'importe quoi. Bon. Le machinisme sépare le travailleur du produit de son travail, les rend étrangers l'un à l'autre. Les objets sont fabriqués par la machine que le travailleur se contente de servir. Alors que dans l'artisanat, l'objet est fabriqué par l'artisan, dans le machinisme, l'objet est fabriqué par la machine dont l'ouvrier est un servant. Quant à l'argent, il s'impose comme un moyen universel, subsumant toutes les fins, un équivalent général qui relativise, sinon abolit, toutes les différences ontologiques, puisque tout finalement se ramène à un prix. Alors, le règne de l'argent va de pair avec une division du travail poussée à l'extrême, qui elle aussi contribue puissamment à mettre pour chacun le monde à distance, puisque nous accomplissons tous des tâches extrêmement spécialisées, en l'échange desquelles nous recevons de l'argent, qui nous sert ensuite à acquérir ce dont nous avons besoin ou envie. Quant à la façon dont ce que nous consommons a été produit, elle nous échappe complètement. Et pour les habitants des grandes métropoles, qui réunissent une part sans cesse croissante de la population mondiale, la nourriture est ce qui s'achète au supermarché, et même de plus en plus ce qui est commandé par smartphone est livré à la porte. Et dans ce cas, remarquez-le bien, c'est par des mots, qu'ils soient prononcés dans un téléphone ou cochés sur un écran, que les aliments sont obtenus. Et toute la chaîne qui va des champs et des animaux à ce qui se mange est dissimulée comme effacée. Les mots semblent alors investis d'un pouvoir magique. On dit « assiette, remplis-toi » et l'assiette se trouve remplie. Le monde dans lequel les liens entre les mots et le corps sont récusés, un mot où il est admis comme un droit humain fondamental qu'un homme puisse être une femme et réciproquement, et le même monde où l'on mange des plats commandés par une appli, réchauffés au four à micro-ondes. Pas d'industrie agroalimentaire, de grande distribution, de Domino's Pizza et de Sushi Express, pas d'impact pour la théorie du genre. Et il faut bien comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Et donc en fait, ça n'est pas le lobby LGBT qui est surpuissant, c'est que en fait, il n'a une forme de puissance que parce que en fait, il agit dans le monde que je viens de décrire. Et c'est le lieu ici, il me semble, de souligner un immense paradoxe. C'est que les déconstructeurs, comme on les appelle ou comme ils s'appellent eux-mêmes, qui prétendent révéler tout l'artifice
dissimulé derrière les catégories qui nous paraissent, ou qui paraissaient jusqu'à une date récente, les plus naturelles. Bon, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il faut que le rapport au réel soit neutralisé, soit médiatisé par un dispositif économico-technologico, scientifico, enfin tout ce que vous voulez, il faut que le rapport au réel soit médiatisé par un dispositif gigantesque et omniprésent pour que leurs propos aient un semblant de vraisemblance. Autrement dit, c'est adossé à un gigantesque artifice que les déconstructeurs peuvent dénoncer l'artifice, alors qu'ils ne font en vérité qu'y ajouter une couche supplémentaire. Et en plus, une couche perverse, parce qu'elle se donne pour l'opposé, en réalité, de ce qu'elle est. Alors, pour terminer, je voudrais m'appesantir un instant parmi les trois monstres pointés par Simone Weil. Je le rappelle, algèbre, machinisme, argent, sur le cas de l'argent. Le rôle joué par l'économie monétaire dans la déliaison entre les mots d'une part, les corps et les choses d'autre part est très important. Mais attention, il faut quand même prendre garde à ne pas dire trop de mal de l'économie monétaire en tant que telle. La monnaie existe depuis extrêmement longtemps et son émergence a été un accomplissement extraordinaire de l'humanité. Les activités humaines ont beau être extrêmement diverses et par bien des aspects incommensurables les unes aux autres, elles n'en ont pas moins aussi une homogénéité en ce qu'elles contribuent chacune à sa manière propre à produire ce qui est utile à tous et à faire vivre le monde commun. Comme l'a écrit Giuseppe Capograssi, la monnaie est née de l'exigence de mesurer les forces multiples qui font ce monde avec une mesure unique qui soit précisément l'expression concrète et articulée de leur adéquation réciproque et de l'unité qu'elles forment. Elle est, je cite toujours Capograssi, le signe visible, précis, positif de cette unité. Alors, cela étant, depuis le XIXe siècle, quelque chose a changé. En fait, deux transformations majeures se sont produites. D'une part, l'économie a changé de statut. Dans les termes de Karl Polanyi, nous sommes passés d'une économie encastrée ou enchâssée, embedded en anglais, une économie encastrée dans l'ensemble de la culture humaine, qui lui ménageait un espace tout en lui assignant des bornes. Nous sommes passés de cette économie encastrée à une économie désencastrée, déchaînée, qui impose ses règles à la société tout entière, organisée par et pour le marché. D'autre part, la monnaie a elle aussi changé de statut. Capograssi en parlait comme d'un signe qui s'incorpore lui-même à une valeur, à un bien ayant de la valeur, selon la loi constante qui domine toute l'expérience, de l'idée qui prend corps, qui s'incarne dans un signe visible et matériel. Tel était le cas avec la monnaie métallique. Mais ce qui circule désormais est une monnaie scripturale consistant en nombres inscrits dans les registres ou les fichiers des banques et déliés de toute contrepartie matérielle depuis que l'étalon or a été progressivement abandonné au cours du XXe siècle. Et c'est en 1956 seulement que le Congrès américain a voté une loi approuvée par le président Eisenhower stipulant que la devise « In God we trust » devait apparaître sur toutes les pièces et billets américains. Et ça trahit un effort aussi méritoire que douteux pour garantir la valeur d'une monnaie qui a perdu tout ancrage dans les choses. Mais vous voyez que le « In God we trust » est extrêmement récent. Et il vient justement au moment
il vient s'inscrire sur les pièces et les billets au moment où celles-ci perdent toute contrepartie dans un trésor détenu quelque part. Et un parallèle devrait faire réfléchir. Pendant que la sphère monétaire s'autonomisait avec la diffusion de signes monétaires qui ont perdu leur contrepartie métallique, se développaient, à partir de Ferdinand de Saussure dans la première décennie du XXe siècle, des théories purement structuralistes de la langue. Et ce parallèle fut établi par Ferdinand de Saussure lui-même, qui, là je cite quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Jean-Joseph Gou, qui a insisté sur ce point. Donc, quand Saussure introduit la rupture théorique qui fait passer de la langue nomenclature à la langue système, Saussure se réclame d'une comparaison avec la valeur en économie. Le passage d'une langue nomenclature, où un mot vaut pour une chose, à une langue système, où un mot n'a de valeur que de position en relation avec d'autres mots, eh bien, ce passage s'appuie explicitement sur l'homologie avec la valeur monétaire dans son statut purement nominaliste. Pour Saussure, l'axe bancaire et financier des changes, donc de la monnaie contre de la monnaie, domine l'axe marchand des échanges, de la monnaie contre une marchandise. Et c'est sur ce modèle qu'il pense la langue comme un système de valeurs pures, défini essentiellement, et où ni la chose ni l'idée ne préexistent pour fixer la valeur d'un mot. Et donc combien elles paraissent naïves désormais les conceptions de la langue qui voulaient que les mots renvoyassent d'abord à des choses. Aussi naïves que les conceptions de la monnaie où celle-ci serait gagée sur un trésor. Vous savez que Keynes lui-même parlait de l'étalon or comme d'une relique barbare, dont il préconisait justement qu'on s'affranchit. Donc ces conceptions paraissent tout à fait dépassées, aussi dépassées que l'idée d'un marché qui servirait à échanger des marchandises, alors qu'aujourd'hui, le volume des transactions financières excède des dizaines de fois la valeur de la production mondiale. Je crois qu'à peu près 96 ou 97% des échanges dans le monde ne supposent aucun déplacement de marchandises. Pour critiquer l'idée commune qu'on se fait de la relation entre le mot et sa signification, Wittgenstein comparait lui aussi la dite relation à un rapport marchand. Je cite Wittgenstein, « Ici le mot, là la signification, l'argent et la vache qu'il permet d'acheter. » Fin de citation. Vous voyez, c'est fascinant encore de revoir tout le temps revenir le même parallèle qui était présent chez Saussure et qu'on retrouve chez Wittgenstein entre une conception de la langue et quelque chose de la monnaie. Et il se moque de la conception ancienne de la langue, où on avait d'un côté le mot, de l'autre sa signification, en comparant cette conception monétaire, d'un côté l'argent, de l'autre la vache que l'argent permet d'acheter. Mais comme observe bien Jean-Joseph Gou, dans les opérations bancaires, financières, boursières, il n'y a pas de vache, seulement un jeu d'écriture. Et il est frappant de constater à quel point les conceptions du langage évoluent de concert. Jean-Joseph Gou note également que l'avènement du structuralisme linguistique, donc Saussure donne ses cours de linguistique générale entre 1906 et 1911, est contemporain d'un autre avènement, celui de la peinture abstraite, puisque Kandinsky date sa première aquarelle abstraite de 1910. Plus de vaches, plus de relation d'équivalence entre le tableau et son modèle, plus d'équivalence, pourrait-on dire, en jouant sur les mots, entre un donné et un rendu, seulement un jeu de signes. Alors c'est dommage, là je ne peux pas vous projeter l'image, mais il y a un tableau de Kandinsky d'avant la Première Guerre mondiale qui est extraordinaire, qui s'appelle La Vache, précisément.
là aussi en peinture abstraite, vous voyez, c'est assez curieux. Les exemples que prend Wittgenstein, là, c'était l'argent et la vache qu'elle permet d'acheter. Vraiment, on sent qu'avec la vache, il se joue quelque chose de tout à fait fondamental du rapport au réel. Je ne sais pas ce sera à creuser, mais vraiment, la vache, c'est du réel qui s'impose, quoi. Il y a quelque chose dans la vache de tout à fait extraordinaire. Le réalisme des Suisses, le reste du monde. Ah ben, les Suisses, en défendant les vaches, en fait, vraiment sont les gardiens d'un lien au réel que je crois tout à fait essentiel. Enfin, il se joue vraiment là quelque chose d'extraordinaire. Et Kandinsky, au moment où il va passer à l'abstraction, peint un tableau qui s'appelle La Vache. Et alors, c'est un tableau où, en fait, à cause du titre, La Vache, on plisse les yeux et on distingue à l'intérieur des couleurs réparties sur la toile, effectivement, une vache. On peut encore voir une vache, mais la vache est en voie de dissolution dans un simple jeu de couleurs. Vous voyez, c'est un tableau qu'on peut à la fois voir comme une vache, mais aussi déjà comme un tableau abstrait. Et il y a un autre peintre extraordinaire, dont j'aurais bien aimé vous montrer des images, c'est Piet Mondrian. Alors Mondrian, il est essentiellement connu, vous savez, pour ces tableaux où on voit essentiellement des toiles blanches parcourues par des lignes noires horizontales et verticales, et certaines des zones délimitées par ces lignes noires horizontales et verticales ne sont pas blanches, mais colorées dans les couleurs primaires, rouge, bleu ou jaune. Bon. Mais Mondrian, en fait, a une carrière de peintre qui est très longue et qui a eu deux périodes. Une période avant la Première Guerre mondiale où c'est un peintre parfaitement figuratif, et une période après la Première Guerre mondiale où il devient le Mondrian qu'on connaît avec les toiles que je viens de décrire. Et ce qui est extraordinaire dans les peintures d'avant la Première Guerre mondiale, c'est qu'il y a énormément de vaches. Et qu'il ne peint pas les autres animaux, il ne peint pas de très peu d'humains, et en fait, ce qu'il peint est vraiment de manière dominante, ce sont des vaches. Et chez Mondrian aussi, le passage à l'abstraction se passe par la disparition de la vache. Et donc, en fait, je me dis que peut-être qu'il nous faudrait réévaluer les tableaux du XIXe siècle, où figurent des vaches et des bœufs. Il s'agit souvent d'œuvres subalternes, qui visaient surtout à flatter un sentimentalisme bourgeois pour le champêtre, mais rétrospectivement, il apparaît aussi que les peintres de ruminants étaient les ultimes témoins d'un régime de la parole, de la monnaie et de la représentation en passe de disparaître. Et un indice supplémentaire que la représentation de bovins, dont on peut rappeler d'ailleurs l'importance considérable dans l'art pariétal. Dans les grottes de Lascaux, d'Altamira, par exemple, on voit des bovins. Donc, indice supplémentaire que la représentation de bovins n'était pas sans enjeu. Donc, je l'ai dit, eh bien, les tableaux de Kandinsky ou de Mondrian sont là pour en témoigner. Autre remarque, depuis le remplacement de la monnaie métallique par la monnaie papier et la perte de convertibilité de cette monnaie papier en or, le mouvement de dématérialisation s'est poursuivi avec la carte de crédit électronique et maintenant le paiement sans contact. L'argent, avec la référence de plus en plus incongrue que le mot conserve au métal du même nom, n'est plus ni solide ni liquide, il est pour ainsi dire devenu gazeux. Et si le parallèle entre l'autonomisation de la monnaie par rapport à tout référent matériel et l'autonomisation du langage par rapport au corps et aux choses se poursuit, alors on comprend qu'à la créativité financière débridée qui prépare les crashs boursiers répondent une créativité langagière tout aussi exubérante et qui n'ouvre pas malheureusement sur un âge d'or de la poésie, mais sur un âge crépusculaire où les mots, à force
Je cite toujours, je reprends la citation de Judith Butler, où les mots, à force de créer ce qui est socialement réel à travers les actes locutoires des sujets parlants, préparent un crash du sens et les désarrois et convulsions qui vont avec. Bien entendu, la perspective de régner dans et par les mots a des aspects séduisants. Reste que le principe de plaisir ne saurait méconnaître trop longtemps le principe de réalité sans fâcheuses conséquences. On constate les ravages infligés à la nature par une exploitation sans mesure ni vergogne de ses ressources. On commence à mesurer les ravages psychiques et sociaux engendrés par la déliaison entre les mots et le réel. Quand les liens entre les mots et le réel font défaut, le mot mur ne prévient plus aucune collision. Il n'y a plus que le heurt violent contre le mur concret pour faire encore limite. Nouer la langue au corps et aux choses n'a pas pour fonction première de faire chier les mômes, pour reprendre l'expression de Queneau, mais de prévenir les fourvoiements dans des impasses et de faire vivre ce qu'on appelle la civilisation. Et un dernier mot pour conclure, je vous engage tous à continuer à payer avec des pièces et des billets tant que le loisir nous en est encore donné. Voilà, je vous remercie. Moi j'ai une question. Je ne sais pas comment je vais arriver à la formuler, parce que ça concerne le langage, hein, donc c'est toujours difficile de parler de la parole. Mais il est certain que le langage n'est pas qu'un système, c'est-à-dire simplement une série de différences, comme le dit Saussure, de telle sorte que quand on cherche ce que veut dire un mot, on trouve d'autres mots, et chaque fois, voilà, tout serait un système, on pourrait dire autonome. C'est ça le sous-entendu. Mais le langage n'est pas non plus une nomenclature. Non. Parce qu'on pourrait, en t'écoutant, si tu veux, on pourrait aussi dire par réaction, et je sais que c'est pas ce que tu as voulu dire, c'est pour ça que je te demande de développer, de dire, ben voilà, il faudrait avoir un langage unique, enfin signifiant uniquement des choses réelles, de telle sorte que le langage, il n'y aurait plus d'écart entre les mots et les choses, et cette univocité du langage serait vraiment le salut du monde, quoi, parce que, alors c'est pas possible, ce serait plus un langage, justement, parce qu'il faudrait même à la limite présenter la chose elle-même, comme sur l'île de Laputa, dans les voyages de Gulliver, ou alors il faudrait abandonner déjà le fait même que les mots sont universels, enfin sont des noms communs, et les choses sont des réalités singulières. Donc le mot à la fois nous met en relation avec une chose, mais en même temps ménage un écart avec la chose. Il y a à la fois ce que tu as dit, le décollement et la relation. Donc c'est ça, c'est ni nomenclature ni système. C'est les deux à la fois, plus exactement. Oui, alors voilà, c'est là-dessus que je voudrais que tu répondes. Comment est-ce que tu penserais de définir le langage? D'ailleurs, il y a c'est Husserl qui... Tu as la cloche d'une immense vache, en fait, qui bat donc à ton cou. Husserl, en allemand, utilise les deux mots de Bedeutung et Sinn pour justement faire la distinction. Pour lui, la Bedeutung, ce serait la signification à l'intérieur du système langagier, et le Sinn, ce serait ce qui ouvrirait aussi le langage vers un extérieur. Mais le Sinn, le sens, est quelque chose qui est loin d'être simple. En fait, c'est pas justement un mot, une chose. Mais le Sinn ouvre quand même le langage
sur quelque chose que le langage a pour mission de dire et qui n'est pas contenu entièrement dans le langage. Et effectivement, dans ce que j'ai dit, on pourrait avoir l'impression que non, le contredit Saussure dans son affirmation de langue système pour dire non, affirmer la langue nomenclature. Non, c'est pas ça. C'est de dire que la langue n'est pas que système. Voilà, c'est cette fermeture de la langue sur elle-même qui me semble problématique. C'est pas évidemment de prétendre que la langue ne serait qu'une nomenclature. Je trouve qu'il y a une image de Merleau-Ponty qui est très belle pour parler du rapport qu'il y a entre le monde et les mots. Il dit que ce n'est pas un rapport du tout rigide, il pense plutôt au rapport qu'il y a comme entre le soleil et la lune et les océans qui déterminent les marées. Mais vous voyez, en fait, c'est un rapport lointain et ça n'est pas sans rapport, mais en même temps, c'est un rapport qu'on ne peut pas non plus... vous voyez, l'attraction de la lune et du soleil, on peut constater ses effets, mais on la touche pas, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas un lien rigide qu'il y a entre la lune et le soleil qui tire sur la mer. Et je trouve que cette image est assez belle. En fait, on ne sait pas vraiment qualifier ce rapport, mais on peut dire que ce n'est pas sans rapport. C'est là où justement il y a un parallèle très fort entre la sexualité et le langage, en fait. Puisque le langage, de la même façon que le langage nous fait entrer en relation avec une chose, mais comme radicalement distincte, et en maintenant un décollement par rapport à la chose, il n'y a pas de fantasme tout d'un coup de compréhension totale, de saisie ou même de présentification de la chose complète. Mais de la même façon, dans la sexualité, c'est pour ça que je veux dire revenir sur le parallèle justement entre le corps, ce qui se joue, il y a une polarité, c'est-à-dire c'est une relation à l'autre, où l'autre reste absolument autre, et c'est aussi l'expérience, comme le dit d'ailleurs le mot sexe étymologiquement, d'une séparation. C'est-à-dire qu'en même temps se joue la relation et la séparation. Et quand le mot apparaît chez le petit enfant, comme tu l'as très bien dit au départ, c'est à la fois ce qui le fait entrer en relation, parce que ça commence par créer aussi une séparation. Quand je m'adresse, quand je dis maman, c'est pas ma mère comme telle, mais c'est justement, et c'est l'analogue, enfin il y a une analogie très forte avec la différence sexuelle, qui est une différence sans indifférence, où je suis polarisé vers l'autre, et l'autre reste entièrement autre, et même devient encore plus autre, plus j'entretiens la relation à travers la grossesse, etc. Des choses, voilà. C'est ça que je veux dire, peut-être aussi ce parallèle des deux. Mais pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de mettre des nouveaux mots pour des nouvelles réalités? À savoir que, par exemple, visiblement, on peut dire « yel » pour un transsexuel, donc « il »,« elle »,« yel », c'est comme un nouveau mot qui collerait à une nouvelle réalité. Alors, plus il y a une nouvelle réalité, plus il y aura de nouveaux mots. Mais pourquoi ça ne suffit pas? Non, mais alors ça dépend des transsexuels, mais la plupart des transsexuels, par exemple un homme qui va dire « je suis une femme », il veut être considéré comme une femme. Donc il ne veut pas être considéré, il ne veut pas qu'on s'adresse à lui comme étant une nouvelle espèce qui serait désignée par des nouveaux mots. Par exemple, ça se fait maintenant pas mal dans les milieux progressistes aux États-Unis, c'est que quand il y a une réunion, chacun s'assied autour de la table, et on fait d'abord un tour de table où chacun donne son nom et indique les pronoms par lesquels il veut être nommé. Mais les pronoms sont au choix de chacun. Et par exemple, ce qu'on considérerait quand même comme une femme peut très bien dire « mes pronoms, c'est
he, his, voilà, c'est au libre choix de chacun. Et donc là, en fait, on ne va pas vers le fait qu'il y ait des nouvelles réalités qu'on désignerait par des nouveaux mots, c'est que chacun choisit parmi le répertoire des mots à disposition ceux qu'il considère lui convenir. Mais aussi, il y a une chose que tu sous-entendais, c'est que même pour dire « je suis une femme », c'est un processus d'identification. Donc ça suppose que les femmes existent. Il y a de toute façon une antériorité de l'homme et de la femme comme donnée par rapport à tout. Donc ça reste structurant. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, pourquoi est-ce que tout se polarise autour, malgré tout, de la question sexuelle? Parce que c'est transsexuel. Par exemple, je pourrais très bien dire, servez-vous avec moi d'un pronom pluriel, parce que je me sens plusieurs. Et pour l'instant, cette revendication n'existe pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Non mais, mon nom est Légion, si vous voulez, hein, parce que peut-être ça nous dénoncerait un peu trop vite. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, la question, elle est là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est quand même tout le temps ce truc-là? Donc en fait, c'est l'obsession de papa-maman, l'homme et la femme. Malgré tout, on n'en sort pas. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça reste fondateur, et que s'il n'y a plus de femmes et d'hommes, personne, aucun homme ne pourrait même dire « je suis une femme ». Donc si vous voulez conserver la liberté même de dire « je suis une femme », même « je suis Yel », c'est-à-dire la rencontre des deux dans un fantasme d'hybridation, il faut qu'il existe encore des hommes et des femmes et qu'on reconnaisse que c'est la vérité fondamentale. C'est incontournable, en fait, c'est présupposé. Ce que tu as souvent dit d'ailleurs, tu peux reprendre des sortes de termes. Je veux justement remonter là-dessus, justement, en disant que si le mot ne suffit pas, c'est aussi parce que cette soi-disant nouvelle réalité n'en est pas une, en fait. Parce que je veux dire, un homme qui entreprend les procédures pour devenir une femme, en fait, il se prive de quelque chose qui le rendait homme auparavant. De sorte que ce qu'il en advient, c'est pas une nouvelle réalité, mais une privation de réalité qui était dans là. Je pense. C'est très difficile d'inventer des nouveaux mots, en plus. C'est très très difficile. Et ce qu'on arrive à faire seulement, c'est de pervertir le sens des mots anciens. C'est extrêmement difficile. Est-ce que vous pensez des registres de droits distribués du blockchain, en fait? Parce que vous finissez votre conférence avec les éléments sur contact, mais ils sont bien établis depuis longtemps, depuis 5-6 ans maintenant. Ça fait pas très longtemps. La finance passe dans le blockchain. Il y a ce fameux tableau Beeple qui a été vendu il y a 2 mois à New York pour 63 millions de dollars, qui n'est qu'une suite de chiffres. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la question plus forte, Olivier, tu peux répondre là. En gros, je demandais qu'est-ce qu'il pense du blockchain. Tout le monde voit ce dont il s'agit. C'est ce qui est à la base de ce qu'on appelle les monnaies, les nouvelles monnaies virtuelles, en fait, qui correspondent à des suites de nombres qui sont distribuées sur des machines de par le monde, avec un procédé qui rend les choses infalsifiables. Oui, c'est ça. C'est un phénomène, en fait, c'est un mélange de... C'est lié à de la cryptographie numérique qui fait qu'on peut passer des actes infalsifiables, on pourrait dire, donc validés sans passer devant un notaire, par exemple, ou même devant avoir la garantie d'une banque centrale, etc. Donc en fait, l'échange est maintenu sur un dispositif, un réseau, où il n'y a plus personne qui est là, même pour vérifier, puisque le système fonctionne tout seul. C'est parce que malgré tout, quand il y a un échange, surtout quand il est à distance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui garantisse. Alors le gros problème quand même qu'on soulève aujourd'hui à propos de ces monnaies virtuelles, c'est la quantité d'énergie considérable qui est dépensée pour toutes les transactions. Parce qu'évidemment, il faut faire marcher quand même toutes ces machines qui font les calculs. Et en fait, ça correspond à une quantité d'électricité absolument énorme. Et la destruction d'un serveur, par exemple, comme on l'a vu récemment, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait semblant que c'est immatériel. Bah oui, c'est ça. C'est toujours une matérialité cachée.
Et en réalité, il y a une fragilité énorme de ces monnaies-là. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne connaît pas encore ces fragilités-là parce que c'est nouveau. Mais au moment où ça va s'installer, ça va être terrible. Et une des grandes limites quand même pour l'instant de ces crypto-monnaies, c'est que vous ne pouvez pas aller chez le boulanger payer avec des bitcoins. Mais en fait, si ça devenait un jour possible, en fait, ce serait d'une inefficacité énergétique absolument monstrueuse. Parce que si vous comparez la quantité d'énergie qui est dépensée lorsque vous donnez une pièce au boulanger à la quantité d'énergie qui serait nécessaire de dépenser pour transférer une fraction de bitcoin sur des comptes, pour opérer la même transaction, ce serait délirant. Délirant. J'ai une question par rapport au lien entre les mots et les corps, ce sont les sens, non, qui font le lien. En tout cas, il y a entre le corps, la réalité du corps et nos paroles. Ça veut dire, par exemple, si un enfant apprend le langage, il écoute avant. Ça veut dire, c'est une résonance. Et comme ça devient, comme ça il apprend, comme ça il approprie le mot dans son corps. Et aujourd'hui, ça veut dire, l'éducation des sens est minimale aussi. Ça veut dire, ça va pas ensemble aussi, parce que l'activité des sens, le regard, le manuel, le tactile et tout ça, c'est réduit. Ça va ensemble avec ça. Ça peut peut-être jouer un rôle. Enfin, je sais pas. Les enfants ont quand même font quand même usage de leur sens. On a fait des tests. Les enfants devant l'écran, ça dépend des heures de l'écran. Des enfants qui commencent à écrire. C'est-à-dire, à l'âge de, je ne sais plus quel âge, c'est les têtes avec les pieds. C'est typique, oui. Et les enfants qui sont longuement devant l'écran, c'est plus associé. C'est-à-dire, la main est là, le pied manque, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus la même chose. C'est déconnecté déjà là. Parce que l'activité de regard sur l'écran, c'est toute une autre activité. Quand je regarde une personne, les yeux, ils dessinent votre forme. Et comme ça, ils ont l'image. Devant l'écran, c'est l'écran qui fait ça, et l'œil ralentit, il ne fait plus cette activité, alors ils n'ont plus ces images. C'est-à-dire, la connexion entre la réalité et c'est déjà détruit là. C'est-à-dire, mais en fait, ce que tu dis, ça renvoie à la main. Parce que l'enfant parce que c'est pas vrai que l'enfant voit et qu'il dessine ce qu'il voit seulement. C'est qu'en dessinant aussi, il apprend à voir. Et que chez nous, la main est un organe fondamental. Même si nous voyons en 3 dimensions, c'est pas simplement à cause de la binocularité, mais ce qui fait que la chose, ce qui crée la notion de proximité, c'est toujours des dimensions qui sont ouvertes par la main. C'est-à-dire la possibilité de toucher, la possibilité. Et donc, quand on est dans un monde où disparaît le toucher, dans un monde hyper, effectivement, la résistance des choses et la réalité des choses, on pourrait dire, oui, disparaît, ça c'est sûr. C'est pour ça que le rapport au corps se transforme. Aux États-Unis, il y a certaines écoles maintenant où on n'apprend plus aux enfants à écrire à la main. Oui, exactement. Or, en fait, le fait d'écrire à la main est quelque chose aussi qui donne corps aux mots. Et tous les synapses qui se font. C'est là où je m'enregistre, c'est là où on a remonté à vos parents nous apprendre, parce qu'il montre bien justement le lien entre. Pour qu'on puisse un jour tracer des lignes de géomètre, il faut avoir
a une motricité. Et c'est ce qu'on oublie peut-être un peu trop souvent, en tout cas on ferait bien de relire Merleau-Ponty, parce que c'est toute cette idée qu'il y a une chair du monde, qu'on peut faire d'abstraction que parce que on a d'abord été partie prenante de cette chair du monde qui est la prolongation de la chair de mon corps, etc. Donc, qui permet de comprendre ce lien et qui permet aussi de ne pas, opposer forcément abstraction, matérialité, etc., des matérialités virtuelles, mais qui fait le lien, qui montre que en fait c'est une richesse d'être capable d'abstraction, mais ça n'est possible en réalité que si on a eu un contact réel avec la matière réelle et avec la main. Et c'est le problème dans l'éducation aujourd'hui, et c'est aussi la force peut-être des écoles Montessori et tout ça, mais le problème c'est qu'il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont plus de jeu parce qu'on les met devant des écrans tout petits et ils ne savent plus, ils ne touchent plus rien en fait, ils ne passent plus par la main, la motricité, et ça pose des problèmes. On est obligé de créer des instituts parce que ça pose des problèmes d'autisme en fait plus tard. Oui, mais en fait là ça rejoint tout à fait ce que j'essayais de dire au départ là, à travers l'histoire de Homo Faber. C'est en fait quelqu'un qui est à la pointe de la technique et qui, en fait, considérant toutes les choses comme des acquis définitifs, en fait, n'entretient pas des couches d'humanité antérieures qui va faire qu'il va finalement, en croyant être à la pointe, retomber dans l'infra. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, puisque l'humanité, ce n'est pas des êtres qui vieillissent indéfiniment, mais ce sont des êtres qui naissent, qui grandissent, et puis ensuite qui meurent et qui sont remplacés par d'autres. Et les nouveaux, en fait, ils naissent dans un monde, certes, qui a capitalisé matériellement tous les produits des millénaires précédents. Mais le nouveau-né, lui, il arrive au monde exactement de la même manière qu'il y a 10 000 ans. Et donc, en fait, si on ne prend pas soin, justement, d'entretenir ce qui le fait véritablement devenir humain, en fait, il ne pourra jamais rejoindre l'état auquel nous sommes arrivés. Donc, par exemple, le raisonnement qui dit qu'aujourd'hui, de toute façon, les gens vivront devant des écrans et donc ils n'ont pas besoin d'apprendre à écrire à la main. Mais on ne se rend pas compte que les gens qui ont été capables de concevoir ces machines et ces écrans, en fait, ils n'ont été capables de le faire que parce qu'eux-mêmes avaient appris à écrire de cette manière-là. Et les gens, en plus, ce qui est monstrueux, c'est quand même que les gens de la Silicon Valley le savent, puisqu'ils ont des écoles privées là-bas où ils envoient leurs enfants dans des écoles sans écran où ils écrivent avec de la craie sur des tableaux. Voilà, donc,